Alors oui, cette journée est importante, journée internationale des réparations, parce que on constate qu'au niveau international précisément, ça avance beaucoup. Bon, déjà, il y a la commission mise en place par les États de la Caraïbe, présidée par sœur Hilary Beckles, qui fait un gros travail depuis plusieurs années. Tout récemment, on a eu le président du Ghana qui a rappelé la nécessité, donc l'actualité de l'urgence de cette question, et la légitimité aussi de cette question de réparation, donc notamment pour l'Afrique. Il y a l'université Georgetown aux États-Unis qui vient d'attribuer 28 millions de dollars donc en réparation de préjudice aux descendants d'esclaves. Et même le Time Magazine, pour la première fois de son histoire, je crois, fait une couverture, une une, sur le thème des réparations qui arrivent, le temps des réparations est arrivé, notamment avec la Barbade. Et donc là, on voit qu'au niveau international, c'est vraiment une question qui est au cœur de l'actualité, alors qu'en France, bon, eh bien finalement, c'est très vide, ça n'avance pas, alors même que, bon, depuis justement la loi Taubira, euh, on, on a assisté finalement à quelque part à la fois quelque chose de très constructif par le vote de cette loi en tant que telle, mais en même temps qui a impacté le développement comme il aurait dû se faire de la question des réparations, puisqu'on se souvient que l'article 5 de la proposition de loi de Christian Taubira a été retiré en commission des lois, donc il n'a pas été voté, et il prévoyait, hein, je cite, hein, il prévoyait qu'il sera instauré un comité de personnalités qualifiées chargé de déterminer le préjudice subi, hein, et d'examiner les conditions de la réparation due au titre de ce crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage et la traite. Et le fait que ça a été retiré de la loi définitive, bon, ensuite, eh bien, c'est devenu une loi qui a été considérée comme symbolique, mémorielle, et qui n'obligeait pas l'État, du coup, à assumer la réparation des conséquences, effectivement, de l'esclavage, et je dirais même de la colonisation tout entière sur les territoires français que la France avait exploités. Et Christiane Taubira le disait pourtant dans son exposé des motifs lorsqu'elle a déposé son projet de loi, sa proposition de loi en 99. Elle disait, je cite, la réparation symbolique, elle parlait effectivement de réparation symbolique, mémorielle, historique, elle induit aussi une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer qui sont liés à l'esclavage. C'est des inégalités socio-économiques qui sont la conséquence de l'exploitation esclavagiste et de la colonisation, et notamment à cause aussi du fait qu'en 1849, en fait, puisque la loi d'indemnisation des colons, c'est 1849, il y a eu une indemnisation des maîtres, alors que les esclaves, qui étaient eux les victimes, et qui avaient subi le préjudice de la réduction en esclavage, n'ont pas été indemnisés. Donc, il y a cet impératif de justice de base, puisque, vous savez, en droit français, il y a ce grand principe qu'on retrouve dans l'article 1382 du Code civil, mais c'est un grand principe général du droit, c'est pas seulement en civil, c'est tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et ce principe existe aussi en droit administratif, quand c'est l'État qui cause des préjudices, ça existe aussi. Cette nécessité de réparer des préjudices qu'on fait subir à des populations, même à des territoires en droit de l'environnement, hein, réparer aussi les pollutions, etc. Donc voilà, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté sur la légitimité, le caractère juste de cette demande de réparation. Et alors je précise, effectivement, l'esclavage, oui, mais la colonisation aussi tout entière, parce que la colonisation en tant que telle, qui consiste à considérer nos territoires ici, Guadeloupe, Martinique, en ce qui nous concerne, comme des purs objets d'enrichissement de la métropole. On fait travailler des gens, les réduit en esclavage, mais aussi on pollue, puisque finalement il y a cette logique du code noir au chlordécone, comme
comme je l'ai écrit dans ce livre, puisque l'objectif c'est d'exploiter, de faire le plus possible d'argent, eh bien il y a cette même logique, que ce soit polluer pour produire plus avec des pesticides ou que ce soit exploiter les êtres humains, c'est toujours orienté vers cet impératif économique, comme Aimé Césaire le rappelait dans le discours sur le colonialisme. Tout ça, c'est du capitalisme débridé qui ne voit que son intérêt d'instaurer des rapports de domination, de soumission, des rapports d'exploitation économique esclavagiste pour faire plus de profit et transformer, comme il dit la page 23, transformer l'homme indigène en instrument de production, donc en chose, et de le déshumaniser de cette manière. Hein. Donc effectivement, on ne voit pas comment on peut écarter cette nécessité, cette légitimité, cet impératif de réparation. Et puis, donc, pour revenir à la France, donc on a cet arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 qui rejette encore une fois les demandes de réparation présentées par le MIR et le CIPN depuis des années, à Fort-de-France, le tribunal de Fort-de-France, puis la Cour d'appel aussi en 2022 de Fort-de-France qui avait rejeté au motif que l'action était prescrite, alors qu'un crime contre l'humanité par définition est imprescriptible, et non seulement il est imprescriptible, mais les conséquences de l'esclavage et de la colonisation, certaines en tout cas, sont toujours à l'œuvre dans nos territoires, en termes de pauvreté, dont les taux sont supérieurs à la métropole, en termes de retard de développement socio-économique, socio-culturel. Donc le préjudice continue à exister, continue à sévir, et donc ça rend encore plus bizarre cette logique de dire que c'est prescrit, c'est terminé. Ça a été toujours un peu la position de l'État français de dire bon, on a aboli l'esclavage en 1848, ça y est, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de préjudice. C'est pas juste d'abroger une loi qui suffit à réparer un préjudice. Il faut réparer les conséquences concrètes, matérielles. C'est un grand principe du droit français, en droit civil, en droit administratif, et pourtant, là on voit que dans cette matière-là, ce n'est pas aussi évident que ça pour l'État, alors que ça devrait lui paraître évident d'assumer totalement les conséquences de ce qu'il a fait, cet État, puisque je rappelle aussi que quand Colbert prépare le Code mort, dès 1681, il y a déjà une lettre de lui dans laquelle Colbert reconnaît que l'esclavage est déjà interdit en France. Dans le royaume de France, l'esclavage n'a plus cours. En tout cas, il y a peut-être quelques poches de résistance, mais en tout cas, il est interdit en droit français. Donc le fait de préparer néanmoins une loi royale, un édit royal qui va s'appliquer sur les terres coloniales et qui va instaurer et légaliser l'esclavage, en toute illégalité, en toute contradiction avec le droit français, ça aussi c'est un préjudice. Ça aussi, ça mérite réparation. Et étant donné que l'État français est la même personne morale de droit public depuis l'époque de Colbert jusqu'à nos jours, on a changé de régime politique, on a changé de dirigeant, mais c'est le même État, et bien cet État, puisque nous sommes encore des terres françaises ici, cet État se doit de réparer ce qu'il a commis en tant qu'État français colonial ici, se doit de réparer les conséquences de ce qu'il a commis depuis le XVIIe siècle sur nos territoires et sur les populations de nos territoires.